Jusqu'à la deuxième moitié des années 60, Taïwan, Hong Kong, Singapour étaient des pays qui étaient classés dans la catégorie des pays pauvres au même pied d'égalité que certaines nations africaines. Une trentaine d'années plus tard, on observe ce qu'on appelle aujourd'hui le miracle des pays d'Asie du Sud-Est avec une éclosion économique dans cette région-là. Il est question dans cette édition de Vox Live, madame, monsieur, de tenter de comprendre ce miracle de l'Asie du Sud-Est et de voir si les pays africains peuvent s'en inspirer, eux qui jusqu'à présent n'ont pas encore amorcé le chemin du progrès. Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition de Vox Live qui se déroulera en deux parties. Dans la première partie, nous tenterons donc avec les invités sur le plateau de comprendre le cheminement des nations de l'Asie du Sud-Est avec notamment les pays qu'on a mentionnés en introduisant l'émission et bien entendu la Chine qui aujourd'hui est l'une des puissances mondiales. Et d'un autre côté, nous tenterons de savoir si les pays africains peuvent comprendre ce développement et peuvent s'en inspirer. Et pour débattre sur le plateau de Vox Live ce soir, nous avons trois invités. D'abord le professeur Ibalé Raymond. Bonsoir professeur. Bonsoir. Vous êtes chercheur historien de l'économie, vous êtes enseignant à l'université de Yaoundé 1. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci, c'est une grande première. Juste en face de vous, deux de vos collègues enseignants. D'abord le docteur Bertrand Begoumeni. J'espère que j'ai pas écroché. Merci. Vous êtes chercheur en histoire de l'économie et sociale. Vous êtes enseignant à l'université protestante d'Afrique centrale. Merci également d'être venu sur ce plateau. Et vous, on ne vous présente plus, docteur Maurice Simodjom. Vous êtes consultant permanent dans cette émission. Vous êtes chercheur en intelligence économique. Alors, comme nous l'avons dit pour planter le décor, la première question va d'abord être pour vous. Comment est-ce qu'on peut comprendre le miracle de l'Asie du Sud-Est? Quand on sait que dans les années 60 et jusqu'à la fin des années 70, début des années 80, le monde était animé par la guerre froide et certains attribuent cette éclosion de l'économie de l'Asie du Sud-Est à la forte présence américaine notamment qui ne voulait pas laisser place au communisme. Est-ce qu'on peut considérer la présence des États-Unis d'Amérique dans cette zone-là comme étant un facteur déterminant de l'éclosion économique qu'on a eu par la suite, Dr Zimodjom? Pour rentrer dans le vif du sujet, et afin que la clarté soit établie et que nos téléspectateurs ne soient pas perdus, peut-être qu'il serait important de définir le miracle économique, étant donné que c'est un concept qu'on ne rencontre pas par exemple partout. Donc, nous avons développé des concepts ici, l'intelligence économique, la guerre économique. Aujourd'hui, nous parlons de miracle économique. C'est des concepts qui ne se rencontrent pas à chaque coin de la rue. Donc, il serait important, dans un premier temps, de dire que le miracle économique est d'abord et avant tout un miracle. Avant que vous n'embossiez la définition, moi je voulais d'abord savoir, est-ce qu'on peut parler de miracle, justement? Dans le cadre des pays de l'Asie du Sud-Est. Oui. Effectivement, depuis les années 90, la Banque mondiale et un certain nombre d'historiens de l'économie, des économistes, ont prononcé l'expression miracle économique au sujet des dragons d'Asie. Donc c'est un miracle économique, cela ne se discute plus. Depuis 20 ans, c'est établi qu'il y a eu un miracle économique en Asie du Sud-Est. D'accord. Alors qu'est-ce que c'est que le miracle? Alors le miracle, c'est très intéressant de savoir d'abord ce que c'est que le miracle, parce que le miracle n'est pas un thème économique. Le miracle est emprunté à un autre champ disciplinaire qui est la théologie. C'est les théologiens, dont les religieux, qui parlent de miracle. Et quand ils parlent de miracle, on pense notamment à Thomas d'Aquin, qui a défini le miracle comme étant un fait qui produit un étonnement complet parce que sa cause est cachée. Donc voici ce que les théologiens appellent le miracle. Il y a donc deux grandes attitudes en face d'un fait qui s'apparente à un miracle. Il y a d'abord l'étonnement, parce que le fait est rare. Il ne s'apprécie pas tous les jours. Dans le jour où on l'apprécie, il est rare et tout le monde s'arrête. Il y a ensuite l'admiration, parce que le fait est beau et il éblouit, tout le monde admire. Donc quand les historiens de l'économie et les économistes empruntent ce vocable aux théologiens, ils ajoutent naturellement l'adjectif économique, ça devient le miracle économique, et ils gardent les deux attitudes qui sont l'étonnement et l'admiration, mais ils apportent une troisième attitude qui est la curiosité. Et pourquoi est-ce que le miracle religieux ne suppose pas la curiosité? Parce que la source du miracle religieux est divine. Et nous savons tous, en lisant la Bible, que les voies de Dieu sont insondables. Donc on ne peut pas questionner le miracle religieux. On est étonné et on est admiratif. Mais en économie, nous partons sur le postulat que l'homme est responsable de la société, il est responsable du monde. Il va transformer le monde, il a les capacités pour créer la richesse, la redistribuer. Ce qui fait de lui un acteur central de la notion de la prospérité.
Donc, face à un miracle économique, l'homme ne s'interroge pas seulement, il cherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir reproduire. Parce que tout le monde aimerait à un moment donné rentrer dans le succès. C'est pour cette raison que nous avons la possibilité aujourd'hui d'étudier le miracle économique de l'Asie du Sud-Est, parce que nous estimons que, en sachant ce qui s'est passé en Asie du Sud-Est, les pays africains peuvent mieux travailler à obtenir leur propre miracle économique. Et de miracles, nous parlerons tout au long de cette émission. Je voulais juste vous demander, professeur Ibalé, vous qui êtes dans l'histoire de l'économie, est-ce qu'il y a souvenance, parce que c'est quand même, le docteur Simo Diom fait bien de mentionner le terme miracle, c'est quand même un délai assez court. En 30 ans, des pays sont passés à pays pauvres, à pratiquement aujourd'hui, bon, le concept pays émergent, mais pratiquement à des puissances économiques importantes. Est-ce qu'il y a, à part la région d'Asie du Sud-Est, est-ce qu'on a un précédent dans le monde? Non, le précédent qu'il y a dans le monde, c'est les pays industrialisés, qui constituent la référence en matière d'histoire économique, parce qu'on sait que le développement a été insufflé par l'Occident. Oui. Et quand je dis l'Occident, je me situe peut-être au niveau de l'Europe du XVIIIe siècle, et puis par la suite, ça va se transférer vers les États-Unis. Puisqu'on parle de l'Asie aujourd'hui, l'Asie est venue un peu en retard. Ça signifie que intervient la notion de comparatisme. Parce que si on parle de miracle aujourd'hui, c'est que nous comparons l'Asie peut-être à d'autres régions. Oui, mais moi, ma question était concernait surtout le facteur temps. Oui, c'est le facteur temps. C'est 30 ans. Oui, c'est 30 ans, c'est ce facteur temps justement qui étonne, comme le disait mon collègue tout à l'heure. C'est le facteur temps. Comment se fait-il qu'en 30 ans, des pays peuvent partir de presque de rien du tout pour être au niveau où ils sont aujourd'hui? C'est qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un travail. Bon, c'est ça qu'on va essayer de voir, ce qui s'est passé. Alors, docteur Begoumeni, dites-nous, si on part du principe qu'il y a 30 ans, les pays d'Asie du Sud-Est étaient au même niveau que les pays africains et que 30 ans plus tard, les pays africains font pratiquement du statu quo, sont restés sur place et qu'eux, ils ont avancé, et qu'on en vienne à parler de miracle, est-ce que, finalement, pour rester dans la terminologie, est-ce qu'il y a une recette miracle? Bien, moi, je ne partage pas pleinement l'analyse qui conclut à un miracle économique. D'accord. Parce que, comme le disait le docteur Maurice Diom tout à l'heure, le miracle a des causes cachées. Et le miracle, en principe, ne relève pas de l'initiative, du savoir-faire, de la capacité de l'homme. L'homme subit plus ou moins le miracle. Il est dans une situation passive, on parle de sa foi. Maintenant, en économie, dire qu'il y a un miracle donnerait l'impression que les principales activités économiques, production, distribution, consommation, et tout ce que cela comporte, que ces principales activités économiques n'ont pas été menées par les hommes qui en étaient incapables, et puis, du jour au lendemain, eh bien, il y a transformation de la société. Donc, du point de vue historique, l'avenir est une suite de soi, et non un soi par la suite. Donc, on ne peut pas s'attendre à un miracle. Je ne partage pas l'idée d'un miracle. Par contre, quand vous observez l'évolution de ces sociétés, qu'on compare abusivement aux sociétés africaines, vous vous rendez compte qu'à partir du 19e siècle, il y a une différence entre la situation, l'état des lieux en Afrique, une Afrique qui fait face aux conquêtes et qui se bat à résister vainement aux conquêtes, et une Asie du Sud-Est, par exemple, je prends le cas de Hong Kong, qui est déjà, à partir de 1842, sous la domination britannique, et qui le reste, avec les accords de 1898, jusqu'à 1997, une région administrative spéciale, mais gérée par des Britanniques, qui y investissent énormément. On reviendra certainement sur les détails à un moment donné, mais vous comprenez que pendant que les uns se battent pour résister à des agresseurs, d'autres sont déjà en train de recevoir des apports extérieurs qui contribueront plus tard à leur éclosion économique. Quand on prend le cas de la Corée, à partir de 1816 déjà, les États-Unis, ce qu'on ne dit pas beaucoup, construisaient des lignes téléphoniques en Corée. Il s'agissait encore de la Corée unique, pas des deux Corées aujourd'hui.
Mais on considère de telles infrastructures participent précisément du processus de développement économique sur la durée, mais n'existent pas en Afrique. Donc, pour moi, et à mon humble avis, cette comparaison est une comparaison abusive. Du coup, j'estime que l'expression miracle économique procède d'une sorte de propagande idéologique du FMI et de la Banque mondiale qui, au début des années 90, dans le contexte de la pensée unique, ces deux institutions ont voulu faire croire à l'Afrique et au reste du monde que l'Asie du Sud-Est, quelques pays, la bande des quatre, comme on les a souvent appelés, que ces pays possédaient une recette spéciale qui permettait de parvenir à l'éclosion économique. Et laquelle recette spéciale? On vous dit une main-d'œuvre abondante et peu qualifiée, ce qui ne peut pas aujourd'hui, dans les conditions que nous connaissons, propulser économiquement un pays. On vous parle de bas salaires. Les bas salaires, ça signifie, les faibles salaires, ça signifie une faible consommation, donc une faible épargne et forcément un ralentissement de la production. Donc, on se situait, on était en fait dans la logique du sacrifice du social au profit du capital. Et c'est dans cette atmosphère idéologique de la pensée unique que ces deux institutions qui sont précisément les vecteurs, les véhicules, les défenseurs de cette pensée unique ont voulu promouvoir une pensée néolibérale en prenant un exemple qui ne peut pas être reproduit partout. Nous reviendrons sur les éléments de comparaison tout à l'heure entre l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. Je pense que vous vouliez réagir. Oui, le fait est que il dénie le terme miracle économique. Mais ce qui est sûr et ce qui est certain, ce qui est devant nous, c'est que ces pays ont changé. Non, mais il le dénie, il ne fait pas que le dénier, c'est-à-dire qu'il apporte des éléments... Oui, je veux dire, quand il dit qu'il n'est pas d'accord avec le miracle, bon, mon collègue l'a développé, c'est quelque chose qui étonne. Bon, aujourd'hui, nous sommes étonnés par l'avancée, par le niveau de ces pays. Alors, moi, je voudrais saisir la balle que le docteur Begou Meni a lancée au bon sur l'apport des puissances étrangères. Le cas de la Grande-Bretagne avec Hong Kong, le cas des États-Unis avec la Corée. Ça peut être un élément justificatif. Mais c'est l'un des éléments justificatifs du développement de l'Asie du Sud-Est. Tout le monde sait que la majorité des pays de l'Asie du Sud-Est vont se greffer au développement économique du Japon, qui a été porté par les États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, où les États-Unis voulaient se faire pardonner, calmer leur conscience après la bombe à Hiroshima en août 1945. Et historiquement, on sait que la majorité de ces pays vont profiter, n'est-ce pas, de ce soutien américain au Japon. Bon, et c'est ça qui pose encore les questions par rapport à l'Afrique, parce qu'il a bien démontré, 18e, 19e siècle, l'Afrique se bat. Pendant ce temps, en Asie, les puissances européennes sont en train de mettre en place des structures qui vont faire que, dans les années 60, ça va éclore. Vous prenez le cas de l'Inde. Les Anglais ont massivement investi en Inde. Pendant ce temps, l'Afrique, elle faisait l'objet de pillage. Si on part du principe que la Grande-Bretagne et les États-Unis notamment ont énormément contribué à l'éclosion économique de l'Asie du Sud-Est, peut-on encore parler de miracle, docteur Simoni? Bien sûr, il y a bel et bien un miracle économique et ce n'est pas le premier miracle économique de l'histoire. D'ailleurs, la notion de miracle économique a été prononcée pour la première fois au sujet de l'Allemagne après la guerre. Ce n'était même pas au sujet de l'Asie du Sud-Est. Et lorsque les historiens ont fait l'histoire de l'économie depuis l'Antiquité, on a recensé une quinzaine de miracles économiques, le premier étant le miracle égyptien. Nous avons eu dans le pourtour de la Méditerranée le miracle égyptien, le miracle grec, le miracle juif. Et pendant le Moyen-Âge, nous avions eu un miracle en Europe, le miracle de la République de Gênes et de la République de Naples en Italie. Au sortir du Moyen-Âge, nous avons eu un premier miracle en Europe occidentale, c'était le miracle des Provinces Unies. C'était le premier miracle après le Moyen-Âge. Les Anglais ont étudié le miracle hollandais et l'ont répliqué. D'autres Anglais sont partis du miracle anglais et ont créé le miracle américain. Ensuite, le miracle américain a inspiré le miracle japonais. Et le miracle de l'Asie du Sud-Est, les 4 dragons, s'inspire du miracle japonais. Le miracle japonais a-t-il seulement été inspiré? Parce que si je reviens à ce que le docteur Begou Meni, c'est qu'il y a eu de gros investissements, de massifs investissements. Je parle du premier miracle japonais. Il commence en 1853, lorsque
l'amiral américain arrive et force le Japon à ouvrir ses ports au commerce international. Et en ce moment-là, la Grande-Bretagne avait déjà forcé la Chine à ouvrir ses ports au commerce international. La Chine avait refusé. C'était en 1839. Et une guerre s'en est suivie, une guerre de 3 ans, à l'issue de laquelle la Chine a été perdante. Et le traité de Nanking a donc consacré la perte du territoire de Hong Kong. C'est comme ça que les Britanniques récupèrent Hong Kong. Et voyant cela, les Japonais ont préféré ouvrir leur port au commerce international en 1853 quand les Américains sont arrivés. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à apprendre du miracle américain, notamment l'industrie, la manufacture, notamment les infrastructures. Ils ont tout appris en moins de 20 ans. Et on a donc assisté à l'éclosion des miracles japonais, quelque chose qui étonne parce que ça n'existait pas avant. Donc le miracle japonais inspire par la suite le miracle des dragons d'Asie. Parce qu'il y a d'abord un rapport historique entre le Japon et Taïwan, qui est l'un des dragons d'Asie. Le Japon a colonisé Taïwan pendant 50 ans. Donc, pendant cette colonisation, le Japon a travaillé, a investi sur le plan de l'agriculture, de l'infrastructure et de la manufacture. Donc, en 1950, quand le Japon est obligé de quitter Taïwan, le bilan est plus que positif. Et lorsque les Américains prennent le relais pour 25 ans de tutelle, avant que Chiang Kai-shek de Taïwan refuse de reconnaître la Chine, la République populaire de Chine, les Américains s'en vont. Donc, quand le miracle taïwanais se met en marche, il y a eu un apport considérable de la part du Japon, un apport considérable de la part des États-Unis d'Amérique. Mais il y a le facteur leadership local qui doit aussi entrer en ligne de mire. Donc, dans le cas de Taïwan, on peut l'affirmer plus ou moins. Mais dans le cas de Hong Kong, c'est systématique. Le miracle de Hong Kong, c'est le miracle anglais. Parce que, comme on l'a rappelé tout à l'heure, 155 ans, pendant 155 ans, entre 1842 et 1997, Hong Kong, c'était une région administrative du Royaume-Uni. Donc, aujourd'hui, le Hong Kong est la 3e économie libérale au monde, après Londres, New York. Et tout ça, c'est le miracle anglais qui a inspiré et qui s'est démultiplié. Donc, pour le cas de Hong Kong, cette grille de lecture qu'on appelle la lecture de la dépendance, donc un centre qui a créé une périphérie et qui a fait développer une périphérie, ça tient pour Hong Kong à 100%. Pour Taïwan, ça ne tient pas à 100% parce que après que Taïwan refuse de reconnaître la légitimité de la République de Chine en 1979, les États-Unis d'Amérique se retirent. Taïwan se retrouve face à son destin. Pour la Corée du Sud, c'est encore vrai, mais pas totalement, parce que certes, 22% du PIB coréen était dû aux aides et aux investissements américains après la guerre de Corée, parce que les États-Unis tenaient à maîtriser, à limiter la menace communiste qui était présente au nord. Donc les États-Unis ont massivement aidé la Corée du Sud. Sauf que les 2 premiers gouvernements après la guerre ont dilapidé cette aide et ces investissements par un gouvernement de clientélisme et de corruption. Il faudra donc attendre l'arrivée du général Park en 1961, qui entre 1961 et 1979 va travailler pour mettre en route le miracle coréen. Donc, on se rend donc compte que certes, il y a eu une aide, mais si vous recevez de l'aide et que vous la dilapidez, vous ne pourrez pas... Et ça inspire la question que je voulais vous poser, Dr Begoumeni. Est-ce que, justement, le fait que l'Afrique ait été confrontée à la résistance dans l'espace temporel que vous décrivez, suffit à lui seul à décrire le fait qu'on soit resté dans le statu quo et que les autres aient avancé? Non, certainement pas. Mais je reviendrai peut-être sur une expression chère au docteur Jung. Il aime bien dire « inspirer ». Et inspirer donne l'impression que les autres sont passifs. Ils ne sont pas passifs, ils sont actifs. Il a relevé tout à l'heure l'aspect de leadership local. Mais je voudrais dire, quand nous comparons l'Afrique de façon générale à l'Asie du Sud-Est à partir de 1960, on a tendance à oublier qu'il n'y a pas eu que les conquêtes et résistances. Lorsque les pays africains accèdent à l'indépendance en 1960, ce sont des pays qui font face aux guerres intestines. Et les pays se consacrent
Les États se consacrent d'abord à cette pacification interne. On ne va pas ici rappeler la guerre qu'il y a eu au Cameroun, on ne va pas rappeler l'Angola, on ne va pas rappeler les coups d'État en Centrafrique, au Tchad, etc. Nous savons tous que la première décennie de l'indépendance, 1960-1970, est une décennie consacrée à l'unité nationale, à la construction de ce qu'ils ont appelé l'unité nationale. Parce qu'il fallait taire plus ou moins les partis radicaux. Je ne préfère pas dire les nationalistes radicaux, mais les mouvements politiques radicaux qui existaient dans ces pays pour que la gestion du pays se fasse dans une cohésion sociale certaine. Les années 70 arrivent, les chocs pétroliers interviennent. Et au début des années 70, en même temps, on assiste à une surproduction des matières premières en provenance d'Asie, en provenance des Caraïbes et d'Afrique. Les termes de l'échange se dégradent. Les termes de l'échange s'étant dégradés, les pays africains qui sont essentiellement dans le secteur primaire se retrouvent dans l'obligation de s'endetter. Ils se mettent à s'endetter. Mais au début des années 80, le gouvernement mexicain annonce son incapacité à faire face à sa dette. Et les pays africains rentrent progressivement sous ajustement structurel. Pendant ce temps, les pays d'Asie du Sud-Est ne sont pas sous ajustement structurel. Or, l'ajustement structurel, on sait quelles en ont été les conséquences du point de vue de l'investissement des États qui se sont désengagés et les répercussions sur le social, les répercussions même sur les investisseurs. Ça, c'est une chose. Autre chose, quand on sort des années 80, on rentre dans les années 90, le discours de la boule dit il faut démocratiser. Et la démocratie arrive avec son lot d'instabilité. Mais finalement, vous me tendez toujours des perches parce que voilà une autre que je vais saisir justement sur le système de gouvernance. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que l'éclosion des pays d'Asie du Sud-Est déconstruit également le mythe du développement qui s'adosse au système de gouvernance démocratique. Précisément. Parce que ces pays se sont développés, pour ainsi dire, économiquement tout au moins, mais dans un contexte politique caractérisé par l'autoritarisme. Oui, c'est ça. Oui. Bon, mais je reviens à l'analyse tout à l'heure. Je dis, en 1900, je constate que lorsqu'on est dans la décennie 90, les pays africains sont bouleversés par les crises liées à la démocratisation des institutions, les villes mortes ici, etc., etc. Ça aussi, ça n'encourage pas les investisseurs à engager leurs capitaux dans vos économies. Par contre, la relative cohésion sociale, stabilité, même sous autoritarisme en Asie du Sud-Est, a encouragé les investisseurs. Les Américains n'auraient pas pu investir de grosses sommes d'argent dans des pays instables. Et c'était précisément pour éviter une instabilité due au communisme que cela s'est fait. C'est dire que le développement, le miracle que je mets entre guillemets économique du Japon a inspiré celui de Hong Kong, a inspiré celui de Taïwan, a inspiré celui de la Corée du Sud. Les Américains constatent que la Corée du Nord est belliciste et risque d'envahir toute la péninsule coréenne. Ils investissent donc suffisamment d'argent pour que les poches de pauvreté qui se trouvent en Corée du Sud évitent de sombrer dans le communisme. Et il se trouve donc au début des années 80, il y a une surévaluation du yen. Et cette surévaluation du yen fait en sorte que ces pays qui avaient commencé à développer l'industrie textile, à développer en tout cas les secteurs comme l'électronique, etc., qu'ils puissent vendre davantage aux États-Unis. Ça a commencé par le Japon qui a commencé à vendre énormément aux États-Unis. Et les Américains, pour réagir, ils ont délocalisé leur production en Asie du Sud-Est pour contenir sur place les productions de cette partie de l'Asie et pour bénéficier également du marché, déjà le marché du travail, une main-d'œuvre abondante et peu coûteuse et toujours avantageuse pour l'investisseur. Les Japonais eux-mêmes, ayant été contrés de la sorte par les Américains, se mettent à délocaliser dans tous ces petits pays. Ils délocalisent à Hong Kong, ils délocalisent à Taïwan, ils délocalisent en Corée du Sud, ils délocalisent en Malaisie, ils délocalisent en Thaïlande, etc. Et alors, vous savez que les délocalisations favorisent le transfert des technologies. Mais pendant ce temps, que se passe-t-il
en Afrique. C'est pourquoi je considère que la comparaison est un peu abusive. Elle est même peut-être hâtive. Parce qu'elle laisse l'impression que les sociétés africaines, les États africains n'aspirent pas au développement économique. Seulement les conjonctures ne sont pas les mêmes. Et dans le cas des régions, des pays, des dragons d'Asie, il y a une autre réalité. Une réalité sous-régionale, parce qu'il y a des pôles qui tirent. Mais en Afrique, pendant ce temps, quel est le pôle qui tire les autres, qui inspire, comme le disait... Professeur Ibalé, à écouter le docteur Begoumeni, on a l'impression effectivement que l'Afrique a péché par deux choses. D'abord, sa très hâtive proximité avec les institutions de Bretton Woods et ensuite avec le système de gouvernance qui est passé très rapidement à la démocratisation. Est-ce que finalement, ailleurs, on se développe dans l'autoritarisme? Est-ce que ce n'est pas finalement le mode de gouvernance qui convient? Depuis les années 60, l'Afrique ne vit que sous l'autoritarisme. Hein? Tout le monde sait que les avancées économiques du Cameroun aujourd'hui l'ont été parce que le président Ahidjo était quelqu'un qui était regardant dans un certain nombre de choses. Bon, moi, ce que je vais dire par rapport à mon collègue, j'ai l'impression que mon collègue veut dédouaner les États africains. Alors, pendant que l'Asie subit toutes ces choses, pendant que l'Asie subit toutes ces influences, le point, c'est que font les Africains? Lui-même, il le dit. Nous sommes en train de chercher la cohésion sociale pour éteindre les foyers de tension, retrouver la stabilité ici, et la cohésion. Dans presque tous les pays. Hein? Et ces foyers de tension, parfois, on avait les moyens de les arrêter, mais les Africains refusaient de faire la paix, parce qu'après les indépendances, c'est tout le monde qui voulait monter au pouvoir. Alors vous regardez les décolonisations françaises, les décolonisations portugaises, hein, les décolonisations peut-être anglaises qui ont été un peu moins brutales. Moi, je pense que dans l'état actuel, nous avons raté, n'est-ce pas, nous avons raté ce départ dans les années 60 parce que nous n'avons pas voulu nous-mêmes nous arrêter pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que l'Asie nous parle? En avions-nous les moyens, professeur? Parce que quand je regarde quand même le schéma que décrit le docteur Begoumeni, il y a quand même une grosse présence étrangère en Asie du Sud-Est, aussi bien chez des Britanniques que des Américains, qui sont pas seulement des apporteurs de capitaux, mais qui sont présents. Il a parlé de délocalisation qui viennent, et la délocalisation, comme il l'a dit, c'est du transfert de compétences. Est-ce qu'on avait effectivement les moyens de marquer un temps d'arrêt et de nous dire on peut avancer sur un autre chemin? Oui, je reconnais que dans le contexte africain des années 60, c'était vraiment difficile parce que les anciennes puissances coloniales cherchaient à avoir le contrôle de tout. Bon, et vous allez voir que beaucoup de partis qui luttaient pour l'indépendance véritable de l'Afrique, ce sont ces partis qui ont été véritablement décimés parce que ces partis étaient porteurs vraiment des projets d'indépendance. Moi, je veux dire, c'est ça qui nous a manqué à cette période. C'était l'Afrique n'avait pas vraiment eu totalement son indépendance. C'est un débat qui va se perpétuer. Est-ce que les premiers chefs d'État des années 60, est-ce qu'ils avaient les moyens, est-ce qu'ils avaient le choix? Est-ce qu'ils ont eu l'apport nécessaire, docteur Simo Diop? Je crois que tout à l'heure, j'ai été interrompu. Je n'ai pas parlé du cas de Singapour, parce que j'ai parlé du cas de Hong Kong, de Taïwan, de la Corée du Sud. Ça, c'est des cas qui se ressemblent plus ou moins. Le Hong Kong se détache, se sort du lot, parce que c'était une excroissance du Royaume-Uni. Mais Singapour sort également du lot parce que c'est un cas à part. Et un cas, lorsqu'on l'étudie, on se rend compte qu'il y a une très grande force de légitimité dans l'étude du facteur du leadership local qui ne s'est pas déployé en Afrique. Parce que le leadership se déploie envers et contre la conjoncture. Et c'est ce qu'on a vu à Singapour. Qu'est-ce que Singapour a comme situation en 1959 quand le Royaume-Uni dit « Voilà, vous avez l'indépendance ». Le Royaume-Uni leur donne tout simplement une constitution et s'en va. Singapour, c'est un immense, il n'est pas si immense que ça, c'est un marécage. C'est un marécage de 580 km² à l'époque et qui s'est étendu sur 719 km² grâce à la polarisation. Donc, on a gagné des territoires sur la mer. Donc, la Grande-Bretagne s'en va. Pendant ce temps, Singapour dit « Je vais chercher un allié du côté de la Fédération de la Malaisie ».
Singapour adhère à la Fédération de Malaisie, mais la cohabitation est conflictuelle. Et au bout de quelques années, la Fédération de la Malaisie expulse Singapour. Et Singapour se retrouve seul devant son sort. Le jour où Singapour prononce son indépendance, c'est un jour de deuil. Parce que Singapour n'a pas d'eau potable. L'eau potable qui est bue à Singapour provient de la Malaisie. Et la Malaisie, c'est un pays ennemi. Singapour n'a pas une seule culture. La Malaisie a le cacao, a le riz. Et par la suite, a eu le palmier à huile. Singapour n'a rien du tout. C'est un marécage. Tout le monde pleurait à Singapour. Qu'allons-nous faire? Nous sommes indépendants. Nous ne voulions pas être indépendants. Nous voulions rejoindre la Fédération de la Malaisie pour discuter avec eux et travailler sur la base d'une redistribution des ressources et des conditions favorables économiques qu'ils ont. Mais les Malaisiens ont dit, nous ne voulons pas de vous, partez. Et à ce moment-là se déploie un grand leadership de la part du Premier ministre Lee Kuan Yew, qui aujourd'hui encore est reconnu comme l'un des leaders les plus importants que le XXe siècle ait connu. Et ce leader s'est révélé dans la conjoncture. Son parti, le Parti d'Action Populaire, a battu campagne pour que Singapour soit rattaché à la Fédération de Malaisie. Et il s'est battu pour que Singapour y reste. Mais le jour où la Malaisie dit « nous ne voulons plus de vous », Lee Kuan Yew doit rechercher au fond de lui l'énergie, la détermination et la force nécessaires. C'est le père de Singapour, oui, cet homme-là. Pour trouver la voie. Dans le miracle de Singapour, qu'est-ce que c'est? C'est le miracle d'un homme, Lee Kuan Yew, qui, alors que tout était donné, perdu, pour Singapour, a mis en place une grande stratégie sur le plan commercial, sur le plan de la manufacture, sur le plan de la finance, pour créer de la valeur. Et il a écrit une autobiographie dans laquelle il a expliqué ses recettes. Et tout le monde se rend très bien compte que ça n'a pas été facile. Il fallait même d'abord combattre les Américains. Parce que les Américains ne comprenaient pas que dans des conditions d'autoritarisme, on puisse avoir le progrès économique. C'était un précédent que l'Amérique ne voulait pas du tout. Parce que la théorie économique et la théorie sociale, c'était d'expliquer aux gens que le progrès économique vient dans le cadre des institutions inclusives. Ça veut dire des institutions dans lesquelles tout le monde a droit à la participation publique. Alors, je repose la question que je posais au docteur et au professeur Ebalé. Ça veut donc dire qu'il faudrait peut-être que les pays africains retournent à l'autoritarisme? Pas du tout, ce n'est pas de l'autoritarisme. Je parle du leadership. Il y a une différence entre l'autoritarisme et le leadership. Le leadership transformationnel, c'est un paradigme que j'ai souvent recommandé aux États africains parce que ce n'est pas l'autoritarisme. Il s'agit d'une science. C'est une science. Et pour étudier cette science, il n'y a qu'à aller regarder ce que ces leaders ont fait. Nous avons en Malaisie Tun Mahathir Mohamad. Tout à l'heure, on a appris que les pays africains ont été mis sous ajustement structurel. Les pays de l'Asie du Sud aussi. Parce qu'en 1997, éclate une grande crise financière. Elle commence en Thaïlande. Elle se propage en Corée du Sud. Elle va même jusqu'en Indonésie. Et en ce moment-là, le FMI met certains pays de l'Asie du Sud sous ajustement structurel. Mais le miracle s'est déjà produit. Mais qu'est-ce qui se passe donc, justement? Il se passe donc que Tun Mahathir Mohamad, qui est le Premier ministre de Malaisie, il refuse d'aller au FMI. Et son Premier ministre, son vice-premier ministre et ministre des Finances, Ibrahim Anwar, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va prendre langue avec le FMI. Et quand le Premier ministre l'apprend, il le limoge, il le met en prison, tout simplement. Il dit, nous n'allons pas au FMI. Et qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle un article du Figaro en 1997 qui disait le Tun Mahathir Mohamad veut se suicider. Mais la Malaisie a été le premier pays de l'Asie du Sud-Est à maîtriser la situation de la crise financière qui sévissait dans cette sous-région. Je mets l'accent sur le leadership parce que face à la conjoncture, face au vent contraire, il est toujours possible de retrouver en soi les forces et la détermination, l'énergie capable de renverser la situation, de transformer les difficultés en opportunités et de créer ce que les autres ont créé, à savoir un miracle économique. Donc, oui, mais si donc, je me résume... vous ne répondez toujours pas à ma question. Je suis d'accord sur le leadership, tel que vous le décrivez, on est totalement d'accord. Mais je parle du mode de gouvernance. Et là encore, vous venez de parler d'un Premier ministre qui décide et qui met son ministre des Finances en prison. On est toujours dans l'autoritarisme. C'est du système de gouvernance que je parle. Est-ce que la démocratie aujourd'hui
est un système de gouvernance qui peut permettre à l'Afrique d'impulser son développement? C'est une question un peu difficile à trancher radicalement. Ok. Parce que nous avons des cas qui militent en faveur du oui et des cas qui militent en faveur du non. Vous avez un miracle économique en Afrique, le miracle botswanais. Le Botswana est le seul pays africain qui, entre 1970 et 2000, a aligné un taux de croissance moyen de son PIB de 9%. Si vous ouvrez le livre record de Guinness, vous allez retrouver cette information. Or, qu'est-ce que Botswana? Botswana, c'est l'une des meilleures démocraties en Afrique. Ça veut donc dire que le problème, ce n'est pas tant le nom qu'on donne à un système de gouvernance, démocratie, autoritarisme, tout. Le problème, c'est l'organisation sociale qui est impulsée par un leader. Vous avez eu Seretse, le grand leader du Botswana, qui, au lendemain des indépendances, dès 1966, a pris la situation en main, la situation de son pays en main, et qui a impulsé toutes les réformes que nous avons aujourd'hui. Et que, quand nous comparons même ce leader botswanais à Lee Kuan Yew, on se rend compte qu'il y a des ressemblances, parce que la force qui a caractérisé son action et la force de rassemblement qu'il y a eu autour de lui, il a tellement inspiré des personnes qu'aujourd'hui son fils est le premier ministre du Botswana. De même que le fils de Lee Kuan Yew est premier ministre de Singapour. Donc, le problème, ce n'est pas le nom qu'on donne à un système de gouvernance. Le problème, c'est les hommes qui sont à la manette. Donc, ces hommes, lorsqu'ils sont à la manette, qu'est-ce qu'ils font? C'est la question qui se pose. Donc, finalement, on retiendra, Dr Begou Meni, que le problème de l'Afrique, c'est peut-être un problème de leadership et de vision. Ça. Bien. Au-delà, bien entendu, de tous les autres phénomènes que vous avez décrits. Moi, je suis un peu réservé sur la question. Dire que le problème de l'Afrique est un problème de leadership, cela peut s'entendre de deux manières. Soit que les Africains ne sont pas aptes à ce type de leadership, soit qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'avoir ce type de leader. Et moi, je penche beaucoup plus pour la deuxième hypothèse. Parce qu'il a dit tantôt, la notion de miracle économique peut remonter à l'Antiquité égyptienne, pharaonique. Cela signifie, et c'est une civilisation nègre, il n'y a plus de débat là-dessus aujourd'hui, cela signifie que l'aptitude à mettre en place, à appliquer un leadership transformationnel n'est pas, je veux dire, c'est pas une chose dont l'Afrique est exclue. Il reste donc que, dans un contexte donné, vous pouvez ne pas avoir les leaders qu'il vous faut, les leaders dont vous avez besoin. Et ça, quand vous lisez l'histoire de l'Afrique, vous lisez l'histoire de la décolonisation en Afrique, vous vous rendez compte qu'en réalité, dans la plupart des cas, ceux qui ont accédé à la magistrature suprême dans nos pays africains à partir de 1960 étaient des collaborateurs du système colonial. Maintenant, que faut-il entendre par système colonial? Il s'agit d'un système de prédation économique qui faisait en sorte que le leader ne soit pas au service de la population, de la transformation des conditions de vie du peuple, mais plutôt au service d'intérêts égoïstes appartenant à des groupes obscurs ou pas, mais à des petits groupes. Donc, les héritiers, les successeurs des colons qui réagissaient, qui fonctionnaient déjà de cette manière, continuent dans cette logique pour préserver les intérêts des ex-colons, des ex-puissances colonisatrices en Afrique. Voilà le type de leadership que nous avons eu et que nous continuons d'avoir dans une moindre mesure. C'est-à-dire des gens qui sont au pouvoir pour servir l'intérêt de grands groupes qui souvent les ont aidés à accéder au pouvoir. Donc ils sont redevables devant ces groupes et non devant leur peuple. Voilà la situation. Dans ces conditions, on ne peut pas avoir le type de leadership que nous avons eu en Asie du Sud-Est. Je fais observer ou j'observe que la colonisation en Asie, de façon générale, n'a pas eu la même intensité que la colonisation en Afrique. Parce que les Asiatiques, déjà à partir des boxers, des Taiping en Chine, etc., les Asiatiques ont su écarter
l'influence culturelle, l'impact culturel que la colonisation a eu sur les Africains. Au sortir de la colonisation, l'Africain dit évoluer est un Africain qui vit blanc, qui se pense blanc, qui se sait blanc. L'ouvrage de Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc. Donc, il fonctionne pour reproduire la société occidentale en Afrique et non pour prendre en compte les réalités particulières de l'Afrique pour aménager à ce continent, pour aménager à son peuple, à sa nation, une éclosion, une prospérité attendue pourtant par les populations. Donc nous sommes aptes au leadership, mais encore transformationnel, mais encore faut-il qu'on ait des leaders suffisamment libres. C'est ça, c'est le problème de l'autonomie. Est-ce que, professeur Ebale, le schéma que décrit le docteur Bigoumi ne découle pas aussi du fait que l'élite africaine qui naît après les indépendances, et même avant les indépendances, est une élite qui est formée à l'école occidentale pour reproduire ce schéma de peau noire, masque blanc? C'est-à-dire que, est-ce que le fait que l'élite africaine soit allée massivement se former à l'école occidentale n'a pas aussi été d'une influence négative? C'est une élite qui a été formée là-bas. J'ai été formé là-bas. Nous avons été formés là-bas, mais je pense que là, nous sommes dans les années 60, dans les années 70. Maintenant, nous sommes dans les années 2017. Et la question que moi j'ai envie de poser à mon collègue, c'est que jusqu'à quand ce leadership... Non, nous arriverons. Vraiment, jusqu'à quand ce leadership va tarder en Afrique? Puisque nous ne sommes plus dans le contexte. Le monde a évolué, le monde a changé. Je pense qu'il y a même maintenant un concept qui existe qu'on appelle la gouvernance mondiale, où on essaie de voir comment les pays, mais jusqu'à quand ce leadership transformationnel va manquer à l'Afrique, puisque les générations passent et les générations ne se ressemblent pas. Je vous suggère, messieurs, que nous marquions une petite pause et que nous restions encore avec les dragons d'Asie du Sud-Est avant effectivement de venir à une étude comparative plus sérieuse avec le continent africain. Nous allons marquer une petite pause. Dans la deuxième partie, nous allons parler de la réaction de l'Occident face à cette éclosion économique de l'Asie du Sud-Est. Est-ce que ça a été accueilli avec beaucoup de joie, notamment pour ce qui est de la Grande-Bretagne qui a participé? Est-ce que ça a été vu d'un bon œil? Est-ce que ça continue d'être vu d'un bon œil? Et effectivement, on a parlé de l'impact que le miracle américain a eu sur le Japon, qui a inspiré celui de la Corée. Mais on n'a pas encore parlé de la Chine, qui aujourd'hui n'est plus un petit dragon, mais un vrai monstre de l'économie mondiale. On marque juste une petite pause pour souffler et on se retrouve dans quelques secondes. On est donc de retour sur le plateau de Vox Live et nous parlons aujourd'hui des dragons d'Asie du Sud-Est, avec notamment l'éclosion économique de ces pays-là, Taïwan, Hong Kong, la Corée du Sud. Et on va dans quelques instants parler de la Chine. Mais avant de parler de la Chine, est-ce qu'on peut penser que cette éclosion économique qu'a connue, ou alors qu'ont connu les pays d'Asie du Sud-Est subventionnés, a été pour faire plaisir à l'Occident, à l'Europe notamment? Alors, c'est dubitatif. Ça a fait plaisir à un certain nombre de pays occidentaux lorsque nous nous situons dans le contexte des délocalisations industrielles pour aller chercher une main-d'œuvre à bas prix. Vous êtes au courant de l'accident qu'il y a eu, je crois, au Bangladesh, où la majorité des grandes enseignes de la mode en Europe allaient fabriquer ces vêtements-là au Bangladesh, et ça a créé un accident qui a fait beaucoup de morts. Alors pour certains pays occidentaux, oui, mais pour d'autres, moi je me souviens en 1995, j'étais en France et les pays européens réclamaient après la naissance de l'OMC par le traité de Marrakech en 1995, il faut que la Chine rejoigne l'OMC, Et effectivement, quand la Chine a rejoint l'OMC, je me souviens très très bien, le président Chirac était président, le président Chirac était au pouvoir en France. Quand la Chine a ouvert le secteur du textile, en moins de 2 mois, on a commencé à compter des centaines de petites entreprises françaises dans le textile qui ont commencé à fermer. Et je me souviens, le président Chirac a dû faire rapidement un voyage en Chine pour aller dire aux Chinois non. On vous a dit d'ouvrir, mais on ne vous a pas dit d'ouvrir de cette manière-là. Alors pour certains, puisque la Chine est devenue un pays énormément concurrent, qui commence à gagner les parts de marché partout dans le monde, en Afrique, même en Europe, la Chine prend des parts de marché. Mais pour certains pays, et dans des secteurs industriels précis, la Russie de l'Asie du Sud-Est n'est pas une bonne chose.
Alors, nous allons revenir sur la Chine. Restons sur l'Occident et même sur l'Amérique d'une certaine manière. Comment est-ce que de ce côté-là, on a perçu, même si on sait que l'Amérique a énormément pesé et que une partie de l'Europe avec la Grande-Bretagne ont énormément pesé et que c'était dans un contexte, parce qu'il faut bien revenir sur le contexte, on était dans un contexte de guerre froide où la Russie, l'URSS à l'époque, tente d'impulser le communisme dans cette région-là, les États-Unis qui tentent de freiner de quatre fers, et finalement on se retrouve avec un géant économique, une puissance économique. Comment est-ce que c'est perçu? Je crois que le miracle économique des dragons d'Asie a été une gifle pour le modèle occidental du progrès économique qui s'appelle le développement depuis octobre 1949 avec le discours de Harry Truman, notamment dans le point 6, lorsqu'il a inventé la catégorie de sous-développement. Donc cette catégorie de sous-développement avait été inventée pour marginaliser les autres peuples qui ne sont pas des peuples occidentaux, donc qui ne sont pas des Européens et des Américains, et tenter de réserver à ces peuples un sort de marginaux, de périphérie. Du coup, dès que le miracle de l'Asie du Sud-Est se met en place, et surtout dans les conditions que nous savons, donc d'autoritarisme, de leadership local, et avec une forte tendance à ne pas respecter la linéarité de Rostov, parce que Rostov avait écrit que le développement s'obtenait en respectant 5 étapes, depuis l'économie traditionnelle jusqu'à l'économie industrielle, en passant par les étapes intermédiaires. Donc, ces pays n'ont pas respecté les étapes du développement à la Rostov, ce qui était déjà un gros problème pour leur évangile. 2, ces pays n'ont pas été des exemples de démocratie. Ces pays ont préféré la discipline à la démocratie. Du coup, pour les États-Unis d'Amérique, pour la Banque mondiale, le FMI, pour l'OCDE, pour les États de l'Europe occidentale, c'était un gros problème parce que désormais, on allait se rendre compte que sans la démocratie, sans les institutions inclusives, on peut avoir le miracle économique. Ça, c'était un très gros problème. Et ces pays de l'Occident se sont battus corps et âme pour discréditer le miracle économique des pays de l'Asie du Sud-Est. Mais malheureusement, en face, il y avait du répondant. Souvenons-nous de la querelle de l'asiatisme au début des années 90, lorsque Lee Kuan Yew, le maître Lee, a profité de toutes les tribunes aux Nations Unies, dans tous les journaux américains, de Washington Post et tout ça, pour tirer à boulet rouge sur le modèle occidental de la société libertine, de la société dans laquelle le droit d'aînesse n'existe pas, la société de toutes les dépravations morales, et vanter les valeurs de l'asiatisme, les valeurs du confucianisme, qui sont notamment le respect du droit d'aînesse, le respect filial et le respect de l'équilibre dans la société. Il y a le respect du droit d'aînesse ici chez nous. Voilà. Bon, ça produit des résultats plutôt différents. Donc le problème donc, c'est qu'il y a donc une guerre symbolique entre ceux qui avaient estimé qu'ils n'avaient pas besoin de la démocratie, que la démocratie n'était pas adaptée à leur culture et qu'ils pouvaient produire le miracle économique sans toutefois nécessairement passer par la démocratie, d'un côté. Et de l'autre, ceux qui avaient les rênes du monde entre les mains, ils avaient, au lendemain de la Deuxième Guerre, ils avaient créé les institutions de Bretton Woods pour transformer la colonisation de la force par la colonisation de l'influence. Donc ils ne tenaient pas à ce qu'il y ait des précédents. Malheureusement, il y en a eu. C'est pour cette raison que lorsque nous travaillerons sur le message que ces miracles envoient aux continents africains, nous nous rendrons très bien compte que l'un des premiers messages, c'est de dire on n'a pas besoin forcément de la démocratie pour avoir son miracle économique. Avant d'y arriver, professeur Begoumeni, est-ce que la perception que l'Occident et l'Amérique ont de cette réussite d'Asie du Sud-Est a changé aujourd'hui? Moi, pardon, je pense qu'il faut observer deux niveaux d'analyse. Il y a le niveau idéologique et il y a le niveau économique. Sur le plan idéologique, la réussite des pays de l'Asie du Sud-Est est une bonne chose pour l'Occident parce que c'est l'économie libérale qui réussit. C'est la démonstration. Nous sommes dans un environnement menacé par le communisme en Corée du Nord et en Chine. Et il se trouve que au cœur de cette menace, des petits pays appliquant le modèle économique occidental, le modèle libéral,
puissent s'en sortir, au point où l'on parle même de miracle. Le FMI et la Banque mondiale, à propos, ont d'ailleurs parlé de cercles vertueux. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé que les recettes appliquées dans ces pays pour la croissance économique étaient des recettes recommandables du point de vue libéral. Donc c'était vertueux. De ce point de vue, ils n'ont pas de problème avec. Au niveau économique, il peut y avoir deux sous-niveaux. D'abord, les pays d'Asie du Sud-Est se développent, ou plutôt se développent économiquement, s'entendent, mais c'est avec des zones franches, c'est avec une politique d'incitation, d'attractivité qui permet aux grands groupes, aux firmes multinationales occidentales, nord-américaines, ouest et européennes, à aller investir, produire à moindre coût, à bas coût, mais avec un marché important. C'est-à-dire que ces pays sont des pays densément peuplés. C'est une zone qui est densément peuplée. Donc, il y a une capacité d'absorption d'une part de la production. Mais il y a surtout cette réduction de coûts. Donc, leur réussite économique rassure les investisseurs, les dirigeants de ces grandes firmes qui y vont investir à moindre coût, produire à moindre coût pour faire un plein de bénéfices. Maintenant, comme le disaient les collègues bien avant moi, l'autre sous-niveau sur le plan économique, c'est que ces pays commencent à faire concurrence aux Occidentaux, aux Européens et aux Nord-Américains sur leur propre marché. Et surtout, c'est une concurrence de prix. C'est-à-dire qu'ils vont sur leur marché, ils ont payé évidemment des droits de douane, etc., mais ils vendent à un prix très accessible, ce qui étouffe, une sorte de dumping des prix, ce qui étouffe une partie du marché que ces entreprises avaient. Donc, ça dépend du niveau où on se situe. Mais globalement, sur le plan idéologique et sur le plan du libéralisme, la capacité à aller produire avec les délocalisations, eh bien, ça ne pose pas de problème aux Occidentaux qui, à travers leur porte-parole, le FMI et la Banque mondiale, ont trouvé que le modèle était vertueux. Alors, est-ce que ce modèle-là, parce qu'il est vertueux, a été aussi celui qui a inspiré la Chine? Oui, la Chine a une trajectoire un peu à part. On parlait tout à l'heure du Japon qui a été à la pointe pour tirer les autres pays de l'Asie du Sud-Est. Mais pour le cas de la Chine, on voit que la Chine va vraiment démarrer à partir des années 40 avec ce qu'on a appelé, je pense, la révolution culturelle qui a été insufflée par Mao. Et la Chine va être le pays qui, au début des années 60, va commencer à expérimenter les premières politiques d'industrialisation que vont s'accaparer aussi les autres pays de l'Asie du Sud-Est. Une stratégie d'industrialisation axée sur la substitution des importations. Et vous savez aussi que la Chine était dans un cadre où la démocratie, et quoi, je crois même jusqu'à aujourd'hui, ça pose encore le problème, est-ce qu'il peut y avoir développement sans la démocratie? La Chine en a un exemple. La Chine avance, la Chine explose, mais sur le plan démocratique, les choses ne semblent pas aller. Mais la Chine a su capitaliser cette politique d'industrialisation axée sur la substitution des importations. Remplacer ce qui vient de l'extérieur, petit à petit, par ce qui va être produit à l'intérieur. Je pense que c'est ce qui a fait que la Chine aujourd'hui a gagné le monde. On a dit que la Chine est devenue le plus grand atelier du monde, sans compter qu'en Chine, comme il disait tout à l'heure, les coûts de production sont basses et que l'État chinois a donné aussi les moyens aux entreprises, n'est-ce pas, de s'exprimer. L'État chinois joue un rôle. Donc, alors, est-ce que la Chine, c'est les autres versions revues et corrigées? Disons que, tout à fait, je vais répondre à cette question, mais d'un point de vue différent, parce que le professeur Ebala et le docteur Begou Minié sont des économistes et ils ont étudié l'économie de façon très profonde. Moi, je n'ai pas prétention à être un économiste, mais je me suis intéressé à ces miracles du point de vue du leadership transformationnel. Et à ce titre,
Une anecdote sujet de la biographie de Lee Kuan Yew lorsqu'il raconte qu'en 1978, Deng Xiaoping lui a rendu visite à Singapour. Et lui, Lee Kuan Yew lui a parlé. Il lui a dit ceci entre les yeux, dans une nuit très obscure, et il ne se voyait presque pas dans l'obscurité. Il lui a dit, nous sommes des descendants des mandarins chinois. Vous savez, Singapour s'est constitué à plus de 70% d'immigrants chinois et à 9% d'immigrants indiens et à 13% de Malais. Donc, les Indiens, et Lee Kuan Yew, c'est un Chinois. Et il dit à Deng Xiaoping, nous sommes des descendants d'immigrants chinois. Nous sommes tout petits, ils étaient 1,5 million seulement à l'époque. Et nous sommes tout petits. Et puis, nous avons oublié l'élitisme des mandarins. Mais avec nous, nous sommes éloignés de la source. Mais regarde ce que nous avons accompli en si peu de temps. Je pense que vous, les Chinois, vous, les mandarins, qui avez gardé la culture, la langue, et qui êtes plus nombreux, plus forts que nous, je crois que vous pouvez faire ce que nous avons fait 10 000 fois. Et Lee Kuan Yew continue en expliquant que Deng Xiaoping ne lui a pas répondu. Et il a même pensé à un moment donné que Deng Xiaoping pleurait dans l'obscurité. Et il continue et il dit, 14 ans plus tard, il regarde la télévision et Deng Xiaoping est de passage dans le sud de l'Inde, de la Chine, et dit aux Chinois, prenez des magnétoscopes, prenez des micros, allez à Singapour, faites des enquêtes, ramenez-moi le secret du miracle de Singapour. Nous allons l'appliquer ici. Et Singapour, Lee Kuan Yew dit que lorsqu'il a regardé donc cet élément à la télé, c'est lui qui a pleuré. Et c'était au milieu de la nuit. Il a réveillé tous ses ministres et il leur a dit, les Chinois vont arriver. Et je veux que vous les accueilliez favorablement. Donnez-leur tous les archives. Donnez-leur tout ce qu'ils veulent. Faites-leur prendre toutes les photocopies, toutes les photos. Répondez à toutes leurs questions. Je veux que les Chinois aient un miracle. Et ça, c'est l'une des 5 recettes. Nous allons peut-être certainement revenir. C'est l'une des 5 recettes de Lee Kuan Yew, le pragmatisme. Mais pourquoi les Africains n'ont pas fait comme ça? Nous allons certainement y arriver. On arrive, donc, on arrive. Le pragmatisme. Lee Kuan Yew, le premier secret du miracle de Singapour, c'est celui du leadership de Lee Kuan Yew, c'était le pragmatisme. Lee Kuan Yew ne s'arrêtait pas aux idéologies, communisme, capitalisme, démocratie, libéralisme. Il faisait ce qui marche. Et quand ça cessait de marcher, il abandonnait. C'est pour cette raison que lorsque Deng Xiaoping dit ceci, dans les années 78 ou dans les années 80, je ne sais plus très bien quand, peu importe la couleur de la souris, la couleur du chat, pourvu qu'il attrape la souris. C'est un hymne au pragmatisme. Donc ça veut dire qu'on n'a plus besoin forcément d'être communiste, comme on l'a été pendant 40 ans et on a vu le résultat catastrophique. On n'a pas besoin d'être forcément capitaliste. Nous avons juste besoin de faire ce qu'il faut faire. Donc c'est dans ce sens que je vais revenir au terme que j'utilise beaucoup, le docteur Begou Meunier. Le miracle de Singapour a inspiré le miracle chinois. Et depuis l'Antiquité, les miracles se transmettent. Il n'y a que le miracle égyptien qui est un miracle pur et originel. Depuis l'Égypte, les peuples étudient les miracles des autres et le reproduisent dans leur contexte de préféré. Donc, il n'y a pas de honte à dire que la Chine a étudié le miracle, le pragmatisme de Lee Kuan Yew et l'a appliqué. Il n'y a aucune honte. Ce n'est pas dénier la détermination et la force des Chinois. Au contraire, c'est tout juste pour reconnaître que la Chine s'est tracée, s'est indiquée. La Chine s'est positionnée dans la trajectoire de tous les peuples qui, depuis la Grèce, étudient ce que les autres font et reviennent pour essayer d'isoler les recettes applicables et de laisser tomber les recettes qui sont dans la pesanteur. Et c'est la question que je voulais vous poser, parce que quand on écoute le professeur Ibalé et le docteur Simo Diom, on se rend quand même compte que les différents miracles se sont inspirés les uns des autres, mais chacun, bien que s'inspirant des autres, a su le faire à sa sauce, a su y mettre ses propres ingrédients et le contextualiser. Oui, pour revenir à la Chine, il est important de rappeler que au XIXe siècle, lorsque l'Occident va à la rencontre de la Chine est déjà une civilisation bien avancée. La Chine a commencé à réaliser un certain nombre de progrès.
On a d'ailleurs parlé d'un géant au pied d'argile du fait de ses divisions politiques intestines. Mais sur le plan de la technique, je ne me risquerai pas à parler de la technologie. La Chine avait la boussole, la Chine la caravelle à voile, la Chine la poudre à canon, la Chine la brouette, la Chine... Donc sur le plan, c'est un peuple, on dit, industrieux. C'est des gens qui sont très actifs, très dynamiques, ce sont des fourmis, pour ainsi dire, pour reprendre l'image du travail. Maintenant, il faut reprendre un contexte idéologique que nous faisons que reprendre. Lorsque la révolution chinoise est opérée en octobre 1949, la Chine a en face d'elle le Japon, qui est soutenu par les États-Unis, et la Chine doit s'affirmer dans cet environnement au risque d'être absorbée. Le président Mao Tse-tung, le leader, là je reviens donc au leadership transformationnel, le Mao Tse-tung ou Mao Zedong, comme on veut, met donc en place un ensemble de réformes conséquentes et relatives à cette vision d'autonomie, d'affirmation, de rayonnement international de la Chine. Dans les années 50, on a parlé du grand bond, etc. Donc, des réformes agraires, des réformes structurelles, des réformes mentales, etc. Toutes ces choses, eh bien, ses successeurs les héritent après lui. Mais on oublie souvent un petit détail quand on parle du développement économique de la Chine. C'est que Hong Kong constitue pour la Chine le trait d'union, une Chine officiellement communiste. Hong Kong a constitué pour la Chine la passerelle entre le monde libéral et le monde communiste. On pensait la Chine refermée, mais à travers Hong Kong, elle était ouverte. Les ouvriers partaient de Chine pour Hong Kong, où la production se faisait à moindre coût, mais Hong Kong était sous l'administration de la Grande-Bretagne. Donc, en réalité, les produits occidentaux arrivaient à Hong Kong et se retrouvaient en Chine. Pour copier. Oui. Et Hong Kong constituait le carrefour, le lien, la courroie de transmission entre la Chine et le reste de l'Asie. La Chine est le Chinatown, non seulement de l'Asie, mais également de l'Occident. C'était Hong Kong. Donc la Chine a beaucoup profité du miracle qui se produisait à Hong Kong. Moi, je préfère toujours l'éclosion économique, la croissance, le progrès qui se réalisait à Hong Kong. La Chine en a beaucoup profité. De telle sorte que, lorsque ces pays, à partir des années 80, deviennent des pays, on dit aujourd'hui émergents, lorsqu'ils commencent à émerger économiquement, ces pays d'Asie du Sud-Est, au début des années 80, eh bien, ils ont besoin, eux aussi, du marché chinois. Et la collaboration, il le rappelait tout à l'heure, entre les entrepreneurs chinois et les entrepreneurs des pays d'Asie du Sud-Est facilite donc, accélère quelque peu l'éclosion de la Chine. Donc, il faut prendre en compte le passé, l'héritage historique antique de la Chine en tant que civilisation rayonnante. Il faut prendre en compte le contexte idéologique qui a boosté, qui a mentalement armé les Chinois, les leaders chinois qui étaient face à un défi. Soit on disparaît, soit on s'affirme. Ça donne une autre psychologie aux uns aux autres. On est en situation de légitime défense, mais dans un contexte purement idéologique. Il faut maintenant prendre en compte. On le disait tantôt, la plupart de ces pays, les populations, pour la plupart de ces pays, sont originaires de Chine et les populations sont originaires de Chine et ont l'influence chinoise. Voilà. Donc, il faut bien prendre ces éléments en compte pour comprendre qu'est-ce qui a, de façon plurielle, poussé la Chine en avant aujourd'hui. Et sa population nombreuse constitue en la matière encore un atout essentiel lorsqu'on sait que c'est une production à bas coût. Vous savez, en Chine, il y a ce qu'on appelle les carrefours des Mengong. Les Mengong, ce sont les chômeurs qualifiés. Ce sont des ouvriers qualifiés. Ils se retrouvent tous les matins à un carrefour. Ils ont des tabliers. Il est écrit plombier, menuisier, charpentier, etc. Et c'est à distance qu'un entrepreneur interpelle l'un d'eux qui peut travailler pendant 5 heures, 6 heures. Sa journée est faite, mais les revenus, le gain est extrêmement faible.
c'est sur la base de, j'ai envie de dire, de cette exploitation du capital humain que ces pays-là ont émergé. Alors, puisqu'on parle des miracles les uns qui inspirent les autres, on va voir si les miracles de l'Asie du Sud-Est ont parlé à l'Afrique, s'ils inspirent les Africains, si les Africains peuvent copier eux aussi ce modèle. On va voir d'ailleurs si ces miracles sont suffisamment connus sur le continent africain. Ce sera l'objet, mesdames, messieurs, de la deuxième partie de cette émission. On marque juste un arrêt et on se retrouve tout de suite après. On est de retour sur le plateau de Vox Live. Vous êtes sur Vox Africa. Nous sommes toujours en compagnie de nos trois panélistes, le docteur Begoumeni, le docteur Simo Diom et le professeur Ebale, qui sont tous les trois universitaires. Les deux premiers sont enseignant d'économie. D'histoire économique. D'histoire économique, voilà. Économiste, histoire économique. C'est différent. Les économistes sont à Swad, nous sommes à... Ah, d'accord. Vous êtes d'histoire économie. Voilà, la précision est faite. Et vous, docteur Simo Diom, on ne le rappellera jamais assez. Vous êtes chercheur. Un simple chercheur. Alors, dans la première partie, nous avons essayé de comprendre le miracle des dragons d'Asie du Sud-Est. On a essayé de comprendre, on a vu effectivement que les uns avaient inspiré les autres à partir des différents miracles que le docteur Simo Diom nous a si bien brossé. On a essayé de comprendre l'impact que ça a eu sur l'économie mondiale, la perception que l'Occident et l'Amérique du Nord en ont eu. Aujourd'hui, dans la deuxième partie, nous allons tenter de comprendre si ces miracles-là parlent au continent africain, si l'Afrique peut s'en inspirer, quels sont les messages que ces miracles-là envoient. Mais la première chose, vous qui êtes enseignant dans les universités camerounaises notamment, la première question est de savoir, est-ce que ces miracles d'Asie du Sud-Est, tels que nous l'avons décryptés ici, sont suffisamment connus sur le continent africain et en Afrique francophone particulièrement? Moi, je suis enseignant à l'université, j'enseigne l'histoire. Ces cours n'existent pas. Hein, parce que pour que le miracle asiatique nous parle, il faut que les gens soient au courant. Alors dernièrement, j'ai entendu le président Biya rappeler dans un discours le miracle économique de l'Asie du Sud-Est. Est-ce qu'on peut le transposer au Cameroun? Bon, alors, lorsque le président met cette phrase dans son discours, est-ce qu'il est d'abord vraiment est-ce qu'il est enseigné sur ces miracles? Excuse-moi, parce que moi j'ai toujours pensé qu'en Afrique, dans les palais présidentiels, il n'y a que des conseillers juridiques, des conseillers... Il y a des conseillers économiques aussi. Bon, il n'y a pas de conseiller historique. Oui, je n'en ai pas. Je suis partant. Il y a des conseillers historiques. Hein, Lorsque le président évoque quelque chose dans le discours et que ça attire à l'histoire, on peut contextualiser notre président pour lui dire, bon, si vous parlez de ça, bon, alors, le miracle économique de l'Asie, il ne parle pas à l'Afrique, parce que si ce miracle-là nous parlait, depuis les années 60, les années 70, les années 80, malgré tous les problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure, que l'Afrique n'a pas été l'Asie, comme j'avais lu un article qui a été écrit par un intellectuel, je crois togolais, il a dit l'Afrique n'est pas l'Asie, où il montrait que tous les avantages que l'Asie a eu pour booster son économie, tout ce que mes collègues ont dit là, l'Afrique n'en a pas bénéficié. Bon, maintenant, après les années 60, hein, on nous dit tout le temps, le Cameroun, Côte d'Ivoire, même niveau de développement que l'Indonésie dans les années 60, que la Chine, que la Corée dans les années 60. Bon, maintenant, depuis les années 60, qu'est-ce qu'on a fait maintenant pour aller, hein, ne fût-ce qu'après 60 ans d'indépendance, qu'est-ce qu'on a fait pour aller essayer de comprendre, hein, est-ce que nous pouvons encore rattraper quelque chose? Est-ce que ces pays-là nous parlent? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Parce qu'il y a des critères, il y a beaucoup de critères. Voilà, on verra qu'est-ce qu'on peut prendre. Moi, je vais vous demander, il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre. Dr Begoumeni, est-ce que vous partagez l'avis du professeur Ebale sur le fait que ces miracles sont très mal connu en Afrique? Ça dépend de la sphère dans laquelle on se trouve. Moi, la question que je me pose est celle de savoir si le bonheur vous parle. Le bonheur parle à tout le monde. Parce que tout le monde recherche le bonheur. Tout le monde recherche le bien-être. Donc, les miracles d'Asie nous parlent parce que... Non, mais avant d'arriver au fait qu'ils nous parlent, est-ce que les Africains le connaissent? Est-ce que l'histoire telle qu'on l'a décryptée ici avec vous trois est connue par les jeunes étudiants que vous voyez tous les jours dans les facultés, est connue par les économistes, est connue par ceux qui conseillent les chefs d'État sur le continent africain? L'expérience que j'en ai m'autorise à penser que ça dépend des espaces. Dans le secondaire, par exemple, moi j'enseigne dans le secondaire un certain temps. En classe de terminale, on vous enseigne l'économie du Japon. Quand vous faites des séries G,
et autres, on vous enseigne l'Inde et même le Brésil, etc. Donc, il y a la dynamique économique ou le dynamisme économique de l'Asie est enseigné. Je ne veux pas faire de publicité ici, mais j'interviens également dans un espace dans lequel les cours sont orientés Asie. Et dans cet espace, qui est une université, une IPES, une institution privée d'enseignement supérieur, dans cet espace, eh bien, vous avez des cours sur Hong Kong, sur la Corée, sur Taïwan, sur la Malaisie, etc. Donc, ça dépend des espaces dans lesquels on se trouve. Nous ne pouvons pas dire de façon catégorique que les Africains ne sont pas suffisamment informés. Mais quand vous étudiez la littérature, vous faites lettres modernes françaises, on ne risque pas de faire intervenir ce type de thématique dans votre programme. Mais lorsque vous... Malheureusement, ceux qui font lettres modernes françaises sont encore très nombreux. Voilà. Donc, on ne risque pas. Et pourtant, voilà. Mais lorsque vous faites des études liées à la gestion, liées à l'économie, etc., il est un peu difficile d'en sortir sans avoir entendu parler de la Chine, de l'Inde, de Hong Kong, de la Corée du Sud, etc. Donc, je dis ça dépend des espaces et je me méfie de toute radicalité sur la question. Le problème qui se pose, c'est que quand on enseigne ça, est-ce qu'on quelle est la philosophie qui est derrière lorsqu'on enseigne ça aux étudiants? Est-ce que c'est une philosophie qui amène à préparer les étudiants qui sont les futurs leaders? Ou alors on leur dit simplement que c'est l'histoire, ou simplement le faire. Parce qu'il faut faire ce coup dans le fait de faire, comme je le dis toujours à mes étudiants, pour que les étudiants comprennent le monde, pour que demain quand ils vont venir aux affaires, qu'ils essaient de bousculer un certain nombre de choses. Mais s'il faut donner ce cours, simplement pour dire, moi je prends l'exemple au département d'histoire. Nous avons eu un cours sur l'économie du Japon qui a fait 24 ans, avec le même enseignant. Moi j'étais étudiant, je suis parti en France, je suis revenu, j'ai retrouvé le même cours, économie du Japon, et avec les mêmes données que les mêmes données des années 85 quand j'entrais dans l'université. On a dit au chef de département, l'économie du Japon, depuis le cours saisi depuis 79, et vous ne l'avez pas fait évoluer. Quittons un peu la sphère du Japon et élargissons un peu ce cours pour parler même de l'Asie du Sud-Est. Alors je vous dis, on était des jeunes enseignants, on a décidé qu'on extirpe ce cours. Et on a extirpé ce cours. On l'a extirpé. Parce que c'est un cours qui n'apportait rien de nouveau parce que les données étaient obsolètes. C'était les données des années 85. Donc l'étudiant pouvait ressortir de ce cours, il ne savait pas exactement qu'est-ce qui se passe en Asie du Sud-Est. C'est en ce temps qu'on a donc mis le cours sur la Chine là, la Chine des Ming, la Chine des Tang. On a dit mais la Chine des Tang. Je crois que c'est ça, c'est ça le problème. La Chine de Ming et de Tang. Ce n'est pas, je crois que c'est ça exactement ce n'est pas un modèle en termes d'actualisation, c'est ce que je voulais dire. Oui, mais... Donc le problème c'est exactement ça, c'est-à-dire une éducation de la récitation qui donne des informations, un ensemble de données et qui s'attend à ce que l'apprenant les restitue pour avoir une note. C'est ça? Non, nous devons passer à une éducation du questionnement. Une éducation qui consiste non pas à étudier l'histoire ou les mathématiques, ou à étudier le questionnement. Oui. C'est-à-dire que nous devons étudier le miracle économique de l'Asie du Sud-Est en le questionnant et non en récitant ce qui s'est passé. C'est ça. Donc, lorsque nous étudions le miracle de l'Asie du Sud-Est, je crois que ça doit être dans un module de leadership transformationnel. J'insiste beaucoup parce que il ne faut pas étudier les dates, les faits, les chiffres. Nous devons étudier le modus operandi, donc la façon dont Lee Kuan Yew a transformé un marécage en la troisième puissance et la troisième économie mondiale en termes de PIB par habitant. Donc, alors, comment on fait pour transformer un marécage en un pays qui a 70 000 $ de PIB par habitant par an? Comment est-ce que ça se fait? Donc, une éducation de la récitation, malheureusement, ne peut pas transmettre ces recettes. Justement, nous en sommes là. Il faut donc passer rapidement au questionnement pour transformer les mentalités et donner à la possibilité aux jeunes Africains, parce que tout ce que le docteur Begou Ménié expliquait tout à l'heure est vrai, mais ça c'est le passé. En stratégie, le passé c'est le passé. Le présent c'est le passé. Tout ce qui existe c'est le futur. Dès que vous êtes en train de prononcer un mot, c'est déjà passé. La colonisation, je regrette, c'est déjà passé. Il faut travailler pour que l'avenir soit ce que nous aurons décidé d'écrire. Qu'est-ce que nous allons faire de ce qui nous a été fait? Telle est la question. Et je crois qu'en regardant le modèle de transformation sociale qu'on attribue
qu'on a opérés en Asie du Sud-Est, nous pouvons avoir des réponses. Avant qu'on arrive justement aux perspectives, je voulais, parce que j'ai interrompu le docteur Bégoumeni tout à l'heure, je voulais qu'on revienne sur les messages que vous n'aimez pas beaucoup le terme miracle, donc restons sur votre terminologie à vous, cette éclosion économique en Asie du Sud-Est, quels sont les messages qu'ils passent au continent africain? J'en ai retenu un certain nombre. Il y a d'abord ce que j'appelle l'endogénéité du processus. C'est-à-dire que le développement doit être pensé de l'intérieur, par ceux qui aspirent à ce développement. Parce qu'en ce moment, ils définissent des objectifs qui correspondent exactement à leurs propres attentes. Mais lorsqu'il est pensé de l'extérieur, comme c'est malheureusement le cas pour notre Afrique, cela devient très difficile. Et Marie-France Motin et René Dumont ont commis un ouvrage intitulé « L'Afrique étranglée ». Et dans cet ouvrage, ils expliquent que l'aide au développement est si liée que lorsqu'on vous donne de l'argent, même pour l'agriculture, on dit vous allez nous développer tel secteur de l'agriculture. Par exemple, le coton, le cacao, le café, etc. Mais qui sont des produits dont ils ont besoin, dont leurs industries ont besoin. On reste donc dans cette logique de la recherche des matières premières. Donc, il y a l'endogénéité du système, du processus. Il y a la régionalité de l'approche. Vous voyez, quand vous observez les États africains aujourd'hui, chacun a sa voie, chacun a son chemin, et il ne constitue pas une sorte de bloc compact, une sorte de synergie qui permettrait d'abord une densité locale, régionale, avant une conquête de l'extérieur. Il y a ce qu'on appelle les avantages comparatifs. L'économie africaine fonctionne comme si l'Afrique n'avait pas d'avantage comparatif. Or, il y a un premier avantage comparatif, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse africaine est suffisamment dynamique. C'est-à-dire que ce n'est plus la jeunesse des années 70, des années 80. Les uns et les autres sont ouverts. Les taux d'alphabétisation sont quand même conséquents. Les qualifications existent. Les innovations sont même faites. Mais il faut soutenir cet avantage comparatif. Et là, moi, j'interpellerai les mécènes. Parce que ce qu'on appelle les progrès scientifiques et techniques ailleurs, ça a été fait pas seulement par les États, mais également par les mécènes. Et nous avons en Afrique des personnalités qui sont financièrement solides et qui pourraient accompagner les jeunes dans leurs initiatives. Il y a le marché africain. Les économies africaines ne semblent pas se soucier du marché africain qui a un avantage comparatif. Je prends un cas très simple. Vous prenez un pays comme le Cameroun, dont l'ensemble du sol est propice à l'agriculture, mais qui se consacre à dépenser des millions de francs CFA pour cultiver le coton, pour cultiver le cacao, pour cultiver le café, etc., la banane, et pourtant en rentrant dans ce qu'on a péjorativement appelé chez nous les cultures vivrières, eh bien on ravitaillerait non seulement les pays de la CEMAC, mais également le Nigeria, qui a son grenier au Cameroun, etc. Comment pensez-vous que le Nigeria qui est un marché, de 200 millions d'habitants aujourd'hui, si ce n'est plus, vous voyez, comment pensez-vous que le Nigeria puisse imposer le prix du macabo au Cameroun? Impossible. Impossible. Donc il y a ce marché africain et qui doit être pris en compte dans des avantages comparatifs. Il y a la convoitise internationale. L'Afrique est l'objet d'une convoitise internationale. Les pays émergents, les pays développés, les aspirants, etc., tout le monde est là. Et c'est le moment dans la diversification des partenariats, de conclure aussi des alliances stratégiques. Parce que quand vous observez tous les pays qui émergent, ils émergent toujours dans le contexte, dans le cadre d'alliances. Ils n'émergent pas tout seuls. Il y a toujours des réseaux qui se constituent. Il y a l'attractivité. Nos États doivent devenir attractifs. Pourquoi les Américains, au tournant des années 70, ont-ils pu se délocaliser en Asie du Sud-Est qu'en Amérique latine, qui semblait mieux connaître? C'est parce que l'Amérique latine était plus ou moins instable aussi, avec tous ces coups d'État, Salvador Allende, etc., etc. Alors qu'en Asie, les pays ont développé un volontarisme, une politique d'incitation
pour que les gens investissent, les exonérations fiscales, etc., tout cela a attiré les investisseurs. Donc, voilà un message également qu'on pourrait prendre, assurer la sécurité, diminuer les pesanteurs ou pourquoi pas nettoyer les pesanteurs administratifs. Ayons qu'une entreprise, je ne sais pas moi, en 48 heures, au Cameroun, on se vante, on dit ça en 72 heures, mais on est en train de se vanter en 72 heures, mais c'est lent au rythme actuel du monde. Il y a l'autonomie, et c'est ce qui nous manque le plus. Quand vous lisez François-Xavier Verschaff, La France-Afrique, il dit un petit mot quelque part qui m'a toujours beaucoup inquiété. Il dit, les chefs d'État africains sont chaperonnés par des officiers français de peau noire ou de peau blanche qui ont la charge de les protéger s'ils respectent un certain nombre de directives ou alors de les éliminer même physiquement. Et quand vous observez la situation, ben, comment Thomas Sankara disparaît-il? Un officier. Comment Sylvanus Olympio disparaît-il? Un officier, etc., etc. La chute comment vous l'appelez, Hissène Habré, un officier, etc. Donc, la plupart de ces coups d'État ont tourné autour, il y avait toujours un officier, mais cet officier tournait pour qui? Prenons le cas récent de la Côte d'Ivoire. Le général Mambouki, à la dernière minute, s'exile, il va en Afrique du Sud, et après il revient prêter allégeance au président. Mais vous pensez, c'est un homme politique, etc. Donc je veux l'autonomie politique, l'autonomie économique, l'autonomie monétaire. 50% de nos réserves annuelles versées au Trésor public français par an, c'est énorme. Même 5%, ça n'a pas de sens. La volonté politique, on l'a déjà dit, le patriotisme ne concerne pas seulement les populations, mais ne concerne pas aussi seulement les gouvernants. Il concerne aussi ces opérateurs économiques qui pensent que le plus important, c'est d'amasser des capitaux, de les garder dans des banques occidentales ou de multiplier des investissements ici, alors que le progrès économique passe également par la recherche scientifique et technique et qu'il faut financer. Et nos États, malheureusement, n'ont pas assez de ressources pour financer, même lorsqu'ils en ont la volonté. Les opérateurs économiques pourraient faire quelque chose dans ce sens. Aujourd'hui, il y a un secteur de l'économie qui est porteur, c'est le tertiaire. Et les dragons d'Asie, le miracle dont nous parlons, il s'est beaucoup plus réalisé dans le tertiaire. Il faut développer le tertiaire. Aujourd'hui, en termes de services, on peut être compétitif. Vous êtes Vox Africa. Mais la qualité de vos programmes est susceptible de vous faire monter ou de vous faire chuter. Mais vous êtes dans les services, vous êtes dans les tertiaires. Vous voulez réagir pour ce débat? Non, par rapport à comment l'Asie nous parle, il y a beaucoup de choses. Mais moi, je vous ai dit au départ que moi, je suis pessimiste dans l'état actuel de l'Afrique. J'espère que vos étudiants ne regardent pas la télé ce soir. Ils vont regarder. Mon collègue a dit quelque chose de très important, le leadership. C'est vraiment un facteur en Afrique. Je pense que si l'Afrique aujourd'hui n'arrive pas à s'élever, l'Afrique a un problème de leadership. De leadership au haut niveau. Il a ajouté le mot leadership transformationnel, c'est-à-dire les gens qui sont à la tête des États pour véritablement travailler, pour les transformer. Il n'y en a pas aujourd'hui en Afrique. Je prends l'Afrique du Nord aussi, de l'Est à l'Ouest. Bon, vous avez évoqué le cas, par exemple, du Botswana. Je crois que de plus en plus, on évoque le cas du Rwanda, où on voit Kagame et travailler pour changer le pays. Bon, alors vous prenez le cas de l'Afrique du Sud, mais c'est une catastrophe. Les mauvaises langues vous diront que le Rwanda, c'est un... Alors, il y a des choses qu'on peut prendre. Ce que moi, je retiens d'Asie, c'est que les Asiatiques ont été ouverts au monde. Ils ont été ouverts aux idées nouvelles. Ils ont été ouverts aux technologies. Et ils les ont adoptés. Ils ont peut-être mieux respecté. On parlait ici, docteur Simodjom, il y a 2 semaines, de ce livre de Cheikh Hamidou Khan, L'aventure ambiguë. Ils ont peut-être mieux assimilé l'aventure ambiguë. Ils ont assimilé. Et ça demande toute une organisation. Moi, je vous prends vraiment un petit exemple. Moi, j'ai fait près de 10 années à Paris quand j'étais étudiant. Bon, et j'avais un ami qui travaillait à Renault, qui avait accès... Il a fait le stage à Renault. Il m'a dit, Raymond, est-ce que tu sais que les documents que je vois là-bas à Renault, là, je peux monter, moi-même, je peux aller créer une usine de montage des voitures au Cameroun. Mais maintenant, à Paris, vous allez parler à qui? Puisque à l'ambassade, il n'y a pas un service
d'intelligence économique, que le thème de mon collègue. Il n'y a pas l'intelligence économique. Ces pays ont travaillé avec l'intelligence économique, c'est de voler les technologies. Bon, je n'aime pas trop le mot voler. S'approprier. S'approprier les technologies. Aujourd'hui, la Chine dit à Airbus, j'achète l'avion et j'achète la technologie. Et quelques temps après, la Chine ne peut plus importer. C'est ça qui a manqué aux Africains pendant des années. Alors les Africains continuent à acheter des projets, mais sans acheter la technologie. Aujourd'hui, ça sera de plus en plus difficile parce que le monde est devenu tellement serré. La guerre des marchés est telle qu'aujourd'hui, comme cela a été dans les années 60, lorsque le transfert de technologie était tout à fait facile à faire. Aujourd'hui, il va être très difficile pour l'Afrique de bénéficier encore des transferts de technologie. Parce que si je te transfère la technologie, ça signifie quelque part, je ferme un marché dans ton pays. Comment faire donc pour revenir au transfert de technologie? Ça demande des leaders. Puisque vous savent négocier. Puisque vous êtes pessimiste, c'est pas à vous que je vais poser la prochaine question. Je la pose au docteur Simodium. Finalement, si on revient sur les perspectives sur lesquelles vous vous étiez déjà lancé tout à l'heure, le professeur Ibalé, lui, il dit que c'est mort. Vous pensez qu'un miracle, on peut avoir un miracle africain? Je suis optimiste. Un miracle économique, je veux dire. Je suis non seulement optimiste, mais je vais déjà dire que si on décrit la réalité actuelle, nous avons déjà des miracles économiques en Afrique. Nous avons le miracle botswanais. Je rappelais que pendant 30 ans, entre 1966, la date de l'accession du Botswana à l'indépendance, jusqu'en 2000, au début des années 2000, lorsque la croissance s'est un peu essoufflée, le Botswana a enregistré un taux de croissance économique de son PIB de l'ordre de 9% en moyenne. Et ça, c'est consigné dans le livre record de Guinness. Ce n'est pas arrivé, ce n'est arrivé dans aucun autre pays au monde. Donc le miracle botswanais, il existe. C'est un miracle qui est en train de se transformer parce que, vu que le diamant est la principale ressource de ce pays, il y a actuellement un mouvement d'endogénéisation du processus de transformation du diamant. Le président Ian a demandé à toutes les entreprises qui vont transformer le diamant de le faire sur place. Et les Anglais se sont trouvés obligés de le faire. Les Anglais sont en train de s'installer au Botswana. Donc, il y a également un miracle qui se met en place en île Maurice. Il y a un miracle qui se met en place au Cap-Vert. Il y a surtout le miracle rwandais. Et le miracle rwandais se définit très simplement. Comment un pays qui, au lendemain du génocide de 1994, qui a causé la mort de 800 000 personnes, a pu devenir, 20 ans plus tard, le 7e pays le mieux gouverné au monde? Ça, c'est une question. Et je crois que face à cette question, des gens vont de toutes parts pour venir s'intéresser au Rwanda. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé? La réponse, c'est qu'il y a eu un leader qui a su prendre les décisions. La première décision du leader Kagame a été, parce qu'il a été en Ouganda pendant la guerre, il a compris que la langue anglaise, c'était la langue du pragmatisme, c'était la langue de la communication internationale, de l'insertion dans les échanges internationaux. Et une fois qu'il est arrivé au pouvoir, la première décision à prendre, c'était de faire de l'anglais la première langue de son pays et de transformer le Kinyarwanda en deuxième langue de son pays. Donc le français ne vient qu'en deuxième position. Donc il y a donc un rôle à faire jouer par les élites. Et nous ne nous adressons pas à ceux qui dirigent les pays africains aujourd'hui. Pour eux, si c'est à eux que nous pensons, je crois qu'il y a lieu d'être pessimiste. Mais nous ne nous adressons pas à eux, nous nous adressons à ceux qui vont aspirer dès demain à prendre les rênes dans les pays africains. Nous allons leur conseiller de lire les autobiographies des leaders de l'Asie du Sud-Est, le Tun Mahathir Mohamad de Malaisie, Lee Kuan Yew de Singapour. Et à ce titre, il y a 5 recettes que Lee Kuan Yew a indiquées dans son livre. J'ai déjà parlé du pragmatisme. Faire ce qui marche, tout simplement. Il n'était l'esclave d'aucune théorie. Il n'était l'esclave d'aucune doctrine. Il se contentait de faire ce qui marche et d'abandonner ce qui ne marche pas. Donc là, le premier secret du miracle singapourien. Le deuxième secret, c'est l'exemplarité. Lee Kuan Yew était un homme exemplaire. Oui, il était un homme exemplaire parce qu'il est mort en mars 2015 et l'hommage que le monde entier lui a rendu est sans précédent. Et aujourd'hui, qui gouverne Singapour, c'est son fils. Et son fils, combien est-ce qu'il gagne? Il gagne 1 200 000 € par an. Donc Singapour est géré comme une entreprise.
pour empêcher le dirigeant de plonger la main dans la fortune publique, il reçoit un salaire conséquent, ce qui le met à l'abri de toute tentation. Le salaire est défini, il est consistant. Dans les pays voisins, la Malaisie et la Corée du Sud, il y a eu une longue tradition de corruption, de clientélisme qui les poursuivent, tous ces pays jusqu'à aujourd'hui. Je rappelle que la dirigeante de Corée du Sud est en prison aujourd'hui et porte le numéro 507, parce que 503, parce qu'elle est impliquée dans un détournement de 40 milliards de dollars. Donc, ça ne peut pas facilement arriver à Singapour parce que dès les premières heures du miracle de Singapour, Lee Kuan Yew a défini des règles strictes. Tout le monde a de gros salaires, il y a de la transparence, et il y a de la redevabilité, et il y a de la sanction pour ceux qui osent confondre les caisses de l'État et les leurs. Donc, après le pragmatisme et l'exemplarité, il y a l'égalité des chances. Lee Kuan Yew avait dit ceci: nous avons 70% de Chinois, nous avons 9% d'Indiens, nous avons 12% de Malais. Les Chinois sont très entreprenants, ils sont très dynamiques, ils créent la richesse, ils bougent beaucoup, ils sont ingénieux, ils sont industrieux, comme le rappelait le docteur Begou Meni. Alors la question se pose, comment les encourager sans pour autant courir le risque qu'ils réduisent les autres peuples à l'esclavage? Et il se posait une autre question. Les Malais sont moins industrieux, et les Anglais et les Indiens aussi. Comment les protéger sans pour autant amener les Chinois à être paresseux? Donc je crois que les leaders de demain en Afrique doivent se poser ces deux questions, et toutes les réformes qu'ils vont être appelés à établir doivent être la réponse à ce grand équilibre, à ce grand écart. C'est vraiment un grand écart entre l'incitation des plus dynamiques et la protection des moins dynamiques. Parce que c'est ça une société. Une société est faite d'un peu de tout. Il y a enfin la stabilité. Il y a aussi, en troisième position, la stabilité et la force. Lee Kuan Yew ne croyait pas aux libertés comme religion. La liberté de presse, la liberté d'opinion, toutes sortes de libertés étaient sérieusement encadrées. Parce que, en quatrième position, la discipline était un élément fondamental. Parce qu'une société qui n'est pas disciplinée ne peut pas avoir de miracle économique. Et c'est sur ce point que l'Occident en voulait énormément à Lee Kuan Yew et aux autres leaders développeurs de l'Asie du Sud-Est, parce qu'ils avaient laissé tomber la démocratie et les droits de l'homme. Mais ce n'était pas pour être des sanguinaires, c'était pour ériger plutôt le principe de la discipline en principe de gouvernance. Donc, voilà les 5 recettes qui devraient être inscrites au programme scolaire dès la classe de la CIL, je crois. Dès la classe de la CIL, dès le jardin, depuis le jardin. Parti comme ça, je suis tenté de rejoindre le professeur Ebalé parce que on n'est pas sorti de l'auberge. Nous ne travaillons pas pour que l'Afrique change demain, ni après-demain. Nous savons que le combat est de longue haleine. Nous travaillons pour que quelque chose bouge dans les mentalités des tout jeunes qui, à leur tour, parce qu'ils auront compris qu'il y a un problème de transformation sociale et non de simple croissance économique, ils vont implémenter des réformes de longue haleine, de longue portée. Donc, je ne suis pas pessimiste parce que déjà, il y a des miracles économiques en Afrique, il en existe déjà, et il y en aura de plus en plus, à condition que les Africains d'aujourd'hui, notamment les jeunes qui sont les plus nombreux, cessent de prendre le monde pour argent comptant. Ils doivent comprendre que dans les conditions difficiles, dans des conjonctures, la première conjoncture qui est la nôtre, c'est la dépendance politique. Nous ne sommes pas totalement libres, nous ne sommes pas totalement indépendants. Aucun pays au monde n'est totalement indépendant, mais nous le sommes encore moins que les autres. C'est vrai. Mais ce n'est pas parce que nous avons des difficultés à assurer notre autonomie que nous devons baisser les bras. C'est même plutôt parce que c'est difficile que nous devons le faire. Mais oui. Mais... Alors, oui. Oui, je disais pour le faire, il faut préparer la jeunesse. Bon. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ah, peut-être c'est vous qui le faites. Oui, mais c'est ce que nous faisons là. On espère qu'il y a des jeunes qui regardent cette émission. Ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, vous prenez dans tel pays, on tue les étudiants. Dans presque tous les pays d'Africains, on poursuit les étudiants, on enferme les étudiants. Bon, c'est pour faire quoi dans l'avenir? Parce que le problème qui se pose, c'est que oui, on voudrait que les jeunes Africains le fassent. Mais est-ce que les jeunes Africains sont préparés? Est-ce qu'on prépare les jeunes Africains? Tu as émis une idée là, lumineuse.
hein, de prendre par exemple l'exemple de cet homme et de mettre dans les programmes scolaires. Tout simplement. Bon, Je crois qu'il faut enseigner Mahathir Mohamad, voilà. le leader de maintenant, Malaisie. que sont les programmes scolaires en Afrique, hein? Je prends l'exemple de mon pays. Je décortique les programmes scolaires à l'université. Les programmes scolaires dans les universités camerounaises aujourd'hui ne sont pas faits pour ouvrir l'esprit des jeunes. Et c'est ça qui est inquiétant. Comment faire donc pour revoir tous les programmes? Parce que pour que ça change, il faut préparer les jeunes. Et moi, j'ai toujours pensé que le meilleur endroit pour préparer les jeunes, c'est à l'école. C'est à l'école qu'on prépare les jeunes. Comment faire donc? Revoir les programmes et qu'on respecte les jeunes, qu'on respecte les études. On a un afro-pessimiste d'un côté, oui, un afro-optimiste de l'autre. Docteur Begoumeni, c'est à vous de jouer les arbitres. Je ne risque pas d'être véritablement un arbitre. Moi, je pense que nous avons un contexte technologique favorable à l'éclosion économique de l'Afrique. Aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication permettent à chaque individu curieux, aspirant, volontaire, visionnaire, d'investir des domaines de connaissances, des cercles de connaissances. Je dis toujours que dans les pays arabes, on se sert d'Internet pour fabriquer des bombes. Les terroristes les portent, etc. On peut se servir d'Internet également pour se former. Il faut pour cela, avant tout, avoir une vision. Chacun doit avoir une projection de lui-même. À partir de cette projection, il recherche les éléments, avec pragmatisme, les éléments qui lui permettraient précisément de réaliser son rêve. Il en est ainsi de l'individu comme il en est de la société. On ne peut pas, moi je ne suis pas tout à fait d'accord de dire que bon, la jeunesse est plus ou moins abandonnée ou qu'elle est martyrisée ou qu'elle est, je ne sais pas moi, n'est pas suffisamment dopée du point de vue de l'éducation. Je pense que les États africains, et je veux prendre le cas du Cameroun, déploient des efforts pour la qualification des étudiants, pour la formation d'un certain profil. Quand vous prenez les IPES aujourd'hui, vous pouvez ne pas être d'accord, mais je veux parler de ce que je vois, de ce qu'on voit. Quand vous prenez les IPES aujourd'hui, je vais parler sans nommer quelques-unes parce que je ne veux pas faire de publicité sur votre plateau. Il y a des innovations qui sont faites dans des écoles. Un certain nombre. Je parlerai de quoi? Il y en a tellement. Je vous inviterai peut-être alors à notre université, l'Université protestante d'Afrique centrale. Je peux parler d'elle sans publicité. Et vous vous rendrez compte que des jeunes aspirants ingénieurs ne sont même pas encore ingénieurs, développent des systèmes révolutionnaires. Mais ils ne sont pas connus. Ils ne sont pas bancarisés. Ils ne sont peut-être pas bancarisables. Il n'y a pas une politique de mécénat qui ferait en sorte qu'un groupe de ces jeunes qui irait voir un mécène recevrait, je ne sais pas moi, un financement pour, etc. etc. Et cela s'explique entre autres par quoi? Cela s'explique par le fait que notre paysage économique est inféodé de ces multinationales. Vous prenez les banques, la plupart des grosses banques sur notre territoire, ce sont des banques étrangères qui n'ont pas intérêt à financer votre recherche scientifique et technique parce que ça compromettrait une part de leur marché sur votre territoire. La jeunesse n'est pas si abandonnée que ça, c'est mon point de vue, il peut ne pas être partagé. Donc moi je suis optimiste et je dis aux jeunes sur ce plateau, si vous voulez changer votre situation personnelle, individuelle et contribuer ainsi à changer la situation globale de notre société, il faut appliquer ces principes qui ne sont pas méconnus d'ailleurs de notre société. Ils sont bien connus, mais il faut de la volonté pour les appliquer. Les systématiser. Oui, mais il faut la volonté, collègue, mais il faut l'encadrement. Il faut encadrer ces jeunes. Moi, j'en connais beaucoup qui ont des idées vraiment innovantes, mais qui se retrouvent dans la rue parce qu'ils manquent d'encadrement. C'est de ça que je parle. Moi, je pense que c'est l'État qui doit prendre cette responsabilité. L'État doit peut-être impulser, mais il y a d'autres acteurs qui peuvent suivre. Moi, j'ai aimé le développement tout à l'heure sur le financement par des mécènes, par des économies, par des opérateurs économiques, qui en même temps qu'ils font des investissements pourraient financer la recherche. Et permettre qu'on puisse... Moi, je pense que tout ça ne peut marcher que lorsque l'État encadre.
Moi, je dirais l'État impulse. Maintenant. Oui, l'État peut impulser parce que le mécène va d'abord regarder quel est mon intérêt dans cette affaire, qu'est-ce que je veux gagner dans cette affaire. Bon, je crois qu'il y a quand même des jeunes qui réussissent à s'en sortir, mais le nombre de ceux qui réussissent dans cette voie-là est très infime. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit l'État a un rôle à jouer, même quand nous sommes sur l'Asie du Sud-Est. Il faut savoir que le développement de l'Asie du Sud, ces pays-là a été d'abord impulsé par l'État. C'est l'État qui a pris les choses en main, c'est l'État qui a conduit beaucoup de choses. Et aujourd'hui, et c'était des États forts, hein. C'était pas des États faibles. Hein. C'était les États, on l'a évoqué ici, les États où si tu commets une infraction, mais on te punit. Mais regardez l'Afrique. Voilà. Vision. Il n'y a pas de punition. Formation et encadrement, oui. Leadership transformationnel. Voilà ce qu'on aura pu retenir. Voilà quelques ingrédients qu'on peut déjà soumettre à l'attention des dirigeants du continent africain pour essayer d'amorcer ce que l'Asie du Sud-Est a amorcé il y a quelques années déjà et que la Chine a également adopté. On espère que vos contributions auront aidé à édifier nos téléspectateurs sur la question d'abord des dragons d'Asie du Sud-Est et ensuite sur les messages que cette transformation économique, cette éclosion économique, comme vous dites, envoie au continent africain. Merci infiniment, messieurs. Merci à vous trois d'être venus participer à cet échange. On espère que vous répondrez toujours aussi favorablement à nos prochaines sollicitations. Madame, monsieur, ça a été un plaisir d'être encore en votre compagnie ce jeudi pour cette édition de Vox Live. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition de Sans Rancune. Restez en compagnie des programmes de Vox Africa. Passez une excellente soirée. À bientôt.